bonjour à tous et à toutes. Tu sais, Franck, le plaisir que tous et toutes avons de passer quelques heures ici à Antibes avec la CSMF. Et pour moi, ça doit être quand même, je pense, pas loin de la 20, de 20 venus ici. Déjà avec Jean-Paul, et puis Michel, et puis avant avec les prédécesseurs, tes prédécesseurs. Bien, tu nous as confié donc une table ronde qui sera sans doute même, j'en suis persuadé, intéressante, et qui doit être une table ronde de dialogue entre des représentants d'associations de patients qui font des choses extraordinaires. Nos patients sont extraordinaires, vous allez le voir, mais nos médecins sont également tout à fait extraordinaires et tout à fait, en tout cas, bien engagés dans un dialogue avec vous, un dialogue simple. Donc, nous allons essayer d'avoir vraiment de l'interactivité et je vais être aidé en cela par un de nos confrères, de vos confrères, David Soffer, qui est psychiatre à Marseille. Et quand on a organisé, imaginé ce moment, on s'est dit que David Soffer, parce qu'il est psychiatre, notamment, sera un parfait grand témoin, en tout cas un médiateur, je ne sais pas s'il faut un médiateur, mais en tout cas un lien étroit entre ce que vous vivez en tant que médecin et ce que vivent les associations de patients et moi au milieu comme un journaliste médical. Alors ce n'est évidemment pas la première fois que les médecins, et en particulier à la CSMF, s'intéressent à étudier, analyser leurs relations avec les patients. Je rappelle quand même pour mémoire que la loi Kouchner date de 2002, donc, et c'était déjà les droits des patients. Donc il y avait déjà un vrai message fort, puissant, pour donner de nouveaux droits, de nouvelles prérogatives au mouvement associatif et aux patients. Donc ce n'est pas tout à fait récent. Pour autant, la médecine change, elle change vite. Évidemment, le progrès médical, enfin, etc. Nous y reviendrons. Par ailleurs, les patients aussi changent. Il y a les patients d'aujourd'hui et puis il y a les patients de demain qui sont à la fois, qui ont des besoins à la fois permanents. Sans doute, le psychiatre nous dira également que notre médecine est bien fondée depuis très très longtemps. On a quand même un serment d'Hippocrate, on a depuis très longtemps, et puis on a aussi ce colloque singulier qui n'est pas banal et qui est même finalement l'apanage des médecins, tout à fait fondamental. Tout ça n'est donc pas récent. Il y a donc des besoins à la fois chez les médecins et chez les patients de permanence, et puis il y a des nouvelles attentes. La société dans son ensemble change profondément, il y a de nouvelles aspirations et évidemment la crise sanitaire n'a certainement pas été, enfin en tout cas elle est un élément d'analyse pour nous et puis les conditions politiques changent. Dans quelques jours, vous en avez parlé, le ministre qui est venu ici hier a annoncé que dans quelques jours il va mettre en place des interrogations, enfin des réponses, le CNR, hein, en tout cas une volonté de refondation de cette médecine, ce sera je crois le 3 octobre au Mans. Enfin il y a en tout cas une démarche, une volonté de repenser la démocratie, sans doute la démocratie sanitaire, et puis l'organisation territoriale, parce que les conditions économiques, les conditions sociales sont évidemment, changent, sont diverses, sont plurielles, mais elles sont toujours finalement centrées sur cette relation entre médecins et patients. Donc c'est ce que nous voudrions voir avec nos invités, que je vais vous présenter, Éric Balèze, Jackie Vollet, Christian Minet, David Soffer, j'en ai parlé, en vous demandant d'abord peut-être vous-même de vous présenter. Je sais, moi, que vous faites, vous prenez un micro, que vous faites des choses vraiment importantes, et notamment parce que vous êtes très impliqué dans votre maladie, mais d'une manière générale avec une volonté d'être un expert de votre maladie, vous employez souvent ce terme, mais également d'être l'interlocuteur des malades qui font partie de votre communauté vis-à-vis de la société, vis-à-vis des médecins, enfin, vis-à-vis de l'entourage. Alors peut-être vous d'abord, Éric Balèze, dites-nous un petit peu ce que Oui. vous faites. Bonjour à tous, merci en tout cas de m'avoir invité à cette table ronde, d'inviter des patients en tout cas donc à cette table ronde. Donc moi je suis Éric Balèze, je suis patient expert donc au sein de l'association AFA Crohn RCH France, donc c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et effectivement, moi, donc, je suis patient expert depuis maintenant 2008. J'étais un des premiers en France à mettre en place en fait, de l'éducation thérapeutique en binôme, c'est-à-dire professionnels de santé, patients experts et malades.
Donc ça date depuis 2008. J'ai aussi une casquette où, en fait, effectivement, moi, je suis malade depuis l'âge de 14 ans. Donc, j'ai eu 3 cancers, l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, hétérostomisée, insuffisance rénale sévère. Donc, tout ça pour vous dire aussi, expliquer un peu ce fameux patient expert. C'est vrai qu'au départ, moi, il y a 15 ans en arrière, quand je me présentais en tant que patient expert, c'était expert en quoi? Vous prenez pour qui? Effectivement, donc, j'essayais d'expliquer qu'il y a l'expertise du savoir, mais aussi l'expertise donc du vivre avec, ce qu'on appelle maintenant le savoir expérientiel. Et effectivement, c'est ce que j'expliquais aux médecins, c'est que moi, quand j'étais jeune et que j'allais voir le médecin, c'est vrai que les traitements à la maladie, ça ne m'intéressait pas trop. Par contre, je me posais énormément de questions sur comment j'allais vivre avec, comment j'allais continuer mon travail. Est-ce que moi, je faisais beaucoup de sport. Est-ce que j'allais pouvoir continuer à faire le sport que je faisais avant? Donc, toutes ces questions-là, en fait, on les abordait jamais. Donc voilà, donc j'ai monté aussi une plateforme qu'on verra peut-être après qui s'appelle Mickey Connect. Donc en fait, c'est une plateforme d'accompagnement des patients. Et je pense que ça aussi, ça peut être aussi l'avenir et que justement, vous puissiez orienter ces malades sur cette plateforme. Avec l'expérience, Eric, que vous avez dans vos relations avec les soignants, avec les médecins, comme ça pour lancer notre réflexion. On ira après dans le détail, nous y reviendrons, mais les choses ont changé pour vous dans vos relations avec les médecins? Oui, tout à fait. Donc en fait, alors moi pour vous dire, j'étais anti-association déjà. Donc c'est vrai qu'une association de malades, pour moi, c'est des papis-mamies qui se retrouvaient, qui faisaient des repas entre eux. Donc je ne savais pas non plus ce que c'était. Je comprends aussi des fois les médecins qui ont peut-être du mal à orienter vers une association de malades, parce que déjà on se fait un petit peu rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas envie aussi de retrouver des malades. Et j'ai oublié votre question. C'était Non, si vos relations ont changé au fil du temps. Tout à fait. Et donc, en fait, j'ai commencé dans cette association pour mettre en place des conférences débats avec les médecins. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un petit peu le monde des professionnels de santé. Et je pense qu'il a vraiment créé les liens, c'est quand j'ai pu participer à la première formation d'éducation thérapeutique nouvelle génération, c'est celle de la loi HPST de 2009. Moi, je l'ai fait en 2008. Donc, on était un des premiers, des précurseurs en tout cas dans cette formation. Et j'ai pu les faire en fait avec des professionnels de santé. Et ça a changé la donne. C'est-à-dire qu'on apprenait à se connaître, on travaillait ensemble, on faisait des mises en situation ensemble, ce qui fait que le jour J où on a mis ça en place donc au CHU, c'est vrai que ça s'est fait facilement. Sauf CHU de Nice. Et c'est vrai que le chef de service que je connaissais, quand je lui ai dit que je voulais mettre en place ces séances d'éducation thérapeutique en 2008, il n'y avait pas encore la loi HPST, il m'a dit oui, mais sans être convaincu. Mais finalement, au bout de 2 ans, 3 ans, quand il a vu le résultat, la première fois, il était venu vers moi assez agressif en me disant « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi cette jeune fille, elle ne m'a pas dit qu'elle avait mal. » En fait, il n'acceptait pas qu'elle se soit en fait, délivrée à nous et pas à lui. Et il la connaissait depuis 10 ans. Et c'est là où on explique en fait, le TP, c'est là aussi pour que les malades puissent se délivrer auprès du professionnel. Pour mieux vous connaître et essayer de mieux appréhender notre sujet, dans votre pathologie avec l'association François Aupetit, les Mickey, etc., est-ce qu'à votre avis, il y a une spécificité c'est vraiment une question tout à fait naïve. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, à votre avis, d'autres pathologies dans les relations que vous pouvez avoir, vous, avec les professionnels de santé? Alors en fait, c'est une maladie un peu taboue. C'est vrai que quand on parle des problèmes d'intestin, c'est vrai que c'est déjà compliqué d'en parler, et des fois même à son professionnel de santé. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille, sur la fatigue aussi, qui n'est pas du tout reconnue, qui est reconnue, pardon, mais sur laquelle peut-être on n'a pas encore assez de choses à donner aux patients. Donc oui, c'est des choses qui sont... Nous, on travaille ici on est avec des médecins. Pour autant, vous avez des relations également avec des non-médecins, des infirmiers, des assistants. Oui, et puis en plus, donc je fais partie en fait du CI3P, c'est Centre d'innovation de partenariat de soins. Donc c'est avec des professionnels de santé, des médecins généralistes, où on va justement faire un binôme professionnel de santé patient partenaire pour intervenir en fac de médecine en 4e année, 5e année, 6e année sur des écosses par exemple, pour justement participer. On va y revenir, ça. Oui. On peut dire que vous êtes un militant de votre. Alors militant, oui, mais ce que j'aime bien dire aussi, parce que souvent on traite les associations de militants aussi, mais on est là, nous, pour amener aussi justement des solutions. Et on est là aussi pour vous aider. Et on est là aussi pour proposer des choses. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas là que pour critiquer, mais on voudrait justement co-construire avec les médecins pour voir ce qui vous manque, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment pousser les choses pour améliorer en fait le... Oui, et je crois, quand nous avons parlé ensemble, vous avez dit, vous êtes très sportif, vous étiez très sportif, mais enfin, vous restez très actif dans le sport. Vous avez fait même quelques
quelques courses tout à fait exceptionnelles et vraiment main dans la main avec les médecins. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a voulu faire, parce que comme je vous dis, la maladie chez nous est tabou, donc c'est comment parler de la maladie. Souvent, les coms, c'était des rouleaux de papier toilette ou des toilettes. C'est pas très glamour, on va dire. Et là, on a voulu monter en fait une expédition, c'est-à-dire 6 malades, 2 médecins et un chercheur, c'est faire l'ascension du Mont Blanc. Alors le but n'était pas de grimper le Mont Blanc, mais de montrer que faire de la randonnée, voilà, c'est de l'activité physique. Et je pense que aussi, ce qu'on voulait amener, c'est que les médecins comprennent bien un petit peu la vie des malades. Et je peux vous dire, c'est toujours ce chef de service. Je peux vous dire que même ses collègues m'ont dit qu'on l'avait métamorphosé parce qu'effectivement, il n'était pas du tout tourné côté psychologique. Ben, je peux vous dire d'avoir fait le Mont Blanc avec nous, on a dormi dans les refuges, on a mangé ensemble. Ben, il a découvert vraiment beaucoup de choses et ça l'a fait évoluer aussi, en fait, lui, dans son parcours de médecin, quoi. Oui. Donc le but, ben voilà, on a réussi en plus à faire l'ascension du Mont Blanc, toute l'équipe. Et c'est vrai que moi, bon, comme j'avais des problèmes, je n'ai pas mangé pendant 28 heures. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a permis vraiment de communiquer. Donc vous n'avez pas mangé au refuge du goûter. Enfin, c'est une blague. Non, même pas goûté non plus. Merci. En tout cas, bon, tout ça est assez exceptionnel. Et effectivement, vous avez, grâce au sport, grâce à votre engagement, même si vous n'aviez pas envie, vous m'avez dit, vous n'aviez pas envie d'y aller, ce coup-là. Jackie Vollet, vous êtes vous également un patient expert, membre de la Fédération française des diabétiques. Alors, quand on parle effectivement d'action associative, militante, on pense souvent aux diabétiques. C'est une des plus importantes associations, qui a été d'ailleurs présidée par Gérard Raymond. Hein. Et donc là, effectivement, aussi de grands engagements. Dites-nous un petit peu quelles sont vos relations, c'est ce qui nous intéresse, relations avec le corps médical, relations avec les soignants. Alors c'est vrai que le patient ne peut pas se passer de son médecin, sinon il devient un patient. Et c'est certain que nous avons des relations très étroites avec les différents syndicats de médecins et souvent nous partageons nos expériences. Tout à l'heure, Eric parlait de la co-construction. Je crois que la co-construction est devenue quelque chose d'indispensable dans le soin du XXIe siècle. Et notamment, nous, Fédération française des diabétiques, nous sommes très attachés à cette co-construction. Avant d'aller plus loin, j'ai des salutations à vous transmettre, parce que si j'oublie, il va me tirer les oreilles. Le docteur Jean-François Thébault m'a demandé de vous saluer, de vous transmettre bien ses amitiés, donc je le fais. Je me décharge de cette mission avant de l'oublier. Et je sais qu'il y a aussi un autre administrateur de la fédération qui se promène dans les lieux, donc je ne voudrais pas qu'ils disent que j'avais oublié de le faire. Donc, chose faite, et j'en suis déchargé. En tous les cas, pour nous, eh bien, nous avons voulu justement, dans ce militantisme et dans ce désir de faire avancer les choses, nous nous sommes emparés, la Fédération française des diabétiques s'est emparée des législatives. Et nous avons voulu, au travers de tous ces candidats députés, envoyer nos associations départementales à la rencontre de leurs candidats députés. Ça a été une aventure extraordinaire. Ça nous a permis eh bien, de rencontrer les politiques et de leur parler de la vision que nous, patients, nous avions des soins et ce que nous aimerions bien mettre en place. Et nous avons établi un plan diabète sur le quinquennat. Nous avons fait 6 propositions dans ce plan diabète et je pense que ces propositions, elles ne sont pas seulement les propositions d'une fédération de patients, mais elles sont aussi eh bien, des propositions qui vont permettre à vous, médecins, sur le terrain, de pouvoir faire avancer les choses. Je sais que hier, vous avez eu la visite de notre ministre de la Santé, qui aujourd'hui est ministre de la Santé et de la Prévention. Et je crois que la clé de voûte pour notre système de santé est la prévention et nous n'en faisons pas un cheval de bataille, mais néanmoins, eh bien, nous voulons faire vraiment de la prévention cette clé de voûte qui va permettre à notre système de santé d'évoluer, d'avancer. On veut garantir, par exemple, une éducation à la santé des enfants. On veut eh bien, généraliser et rendre obligatoire le Nutri-Score parce que on veut eh bien, mieux encadrer aussi le marketing de l'industrie alimentaire. Tout un programme qui fait partie de la prévention et qui va nous permettre aussi de pouvoir travailler main dans la main. Oui, et pour moi, pour ne pas faire comme vous, pour Jean-François Thébault, pour ne pas oublier, parce que ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais le Nutri-Score, ça marche selon vous? Alors oui, moi je crois que le Nutri-Score a été un peu décrié.
Alors, c'est pas parfait, mais je pense que le Nutri-Score peut être extraordinaire. Alors, c'est vrai que tout n'est pas parfait dans ce bas monde, mais néanmoins, ce sera un élément qui permettra aux personnes de connaître ce qu'il y a dans ce qu'ils achètent. C'est vrai que j'ai vu sur une bouteille d'eau un Nutri-Score, je ne pense pas que ça va servir à grand-chose. Évidemment, je ne vous cacherai pas que c'était dans le A. Mais par contre, je pense que dans certains produits où il n'y a pas le Nutri-Score, et c'est justement là où il n'y a pas le Nutri-Score que nous devons nous poser des questions. Et nous militons pour que ce Nutri-Score devienne une obligation européenne. Mais évidemment, nous sommes devant le lobby de l'industrie alimentaire, et ça, c'est autre chose. Les médecins nous diront si c'est un exemple, mais s'ils se saisissent également de ce Nutri-Score, mais pas uniquement sur le Nutri-Score, mais en tout cas pour comprendre si ce genre d'outils de prévention, ils y adhèrent et comment ils s'en servent pour faire évoluer effectivement les prises en charge de leurs malades. Alors, je vais me tourner vers Christian Minet. Vous êtes le président de l'association d'aide aux infirmes moteurs cérébraux du Nord et de l'Est, de la région de Reims, je crois. Vous êtes très impliqué. Dites-nous un petit peu d'abord comment et pourquoi vous vous intéressez à ces sujets et surtout pourquoi vous en faites effectivement dans les relations, l'importance que vous attachez aux relations avec les soignants. Christian Minet. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas moi-même. J'ai cité Reims pour dire que c'est le centre de la France. Bien sûr. Hein, absolument. La plus belle ville de France. La plus belle cathédrale pour les sacres. Hein, c'est là où on boit le mieux. Hein, absolument. Je crois que la médecine est exceptionnelle à Reims. Hein, tout à fait. Voilà. Allez-y. Allez. Donc moi, je suis pas patient témoin. Je suis ici parce qu'effectivement, je suis président d'une association qui s'occupe de personnes handicapées d'une certaine importance. Je suis aussi très engagé auprès de l'ARS que je vice-préside dans notre région Grand Est et président de la commission de l'offre médico-sociale dans le Grand Est. Et le sujet de cette table ronde, quelle santé, quel médecin, quelle consultation demain, c'est vraiment quelque chose qui nous parle beaucoup. Si je n'ai pas d'expérience de patient témoin, j'ai une expérience de parent témoin. J'ai vécu depuis 45 ans, puisque notre fille a 45 ans, elle est paralysée cérébrale. J'ai vécu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, vraiment le parcours du combattant pour des parents, pour faire soigner dans de bonnes conditions nos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Ça a toujours été difficile et ça le reste. La différence avec il y a quelques années, c'est que maintenant, il y a des indicateurs objectifs qui permettent d'évaluer l'accès aux soins des personnes handicapées, parce que mon combat, si j'allais dire, c'est vraiment celui de l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Selon les statistiques de l'indicateur Handifaction qui est publié par Handidactique, hein, c'est un indicateur qui a été repris depuis quelques mois par la CRAM, qui recense la satisfaction l'accès aux soins des personnes handicapées. Il y a 20% des personnes handicapées qui aujourd'hui renoncent aux soins, soit parce qu'elles ont eu des refus de soins, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé de médecin, soit parce qu'elles n'ont pas eu une prise en charge complète. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle énormément, et ça pose bien la question de la relation entre le médecin et la personne handicapée et sa famille. Parce que peut-être à la différence des patients experts qui peuvent s'exprimer eux-mêmes, se représenter eux-mêmes et discuter avec le médecin, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, la personne handicapée est représentée par ses parents. Il y a bien sûr beaucoup de personnes handicapées qui peuvent se représenter elles-mêmes, et il faut les encourager à le faire. On le fait notamment avec l'UFR de médecine de Reims à travers des écosses qui sont faits vraiment avec des personnes en situation de handicap. Mais dans beaucoup de domaines, et notamment lorsqu'on va voir un médecin, c'est les parents qui parlent pour leur enfant quand ils ne parlent pas, par exemple. Et c'est souvent les parents qui connaissent le mieux leur enfant. Et la consultation, ça devrait être finalement la coproduction d'un acte de soins qui s'appuie sur la connaissance scientifique du médecin et sur la connaissance de leur enfant par les parents. Et aujourd'hui, ça se passe très bien avec certains médecins.
de tous les âges, parce que ce n'est pas une question de génération. Il y a des personnes qui sont très ouvertes, bien qu'elles n'aient pas été formées, et il y en a d'autres avec lesquelles c'est malheureux, mais elles ne s'adressent pas à la personne handicapée, elles parfois ne s'adressent pas aux parents, parfois elles laissent les parents à la porte, alors que la personne ne parle pas. Enfin, on voit des situations invraisemblables. Quand je parle de refus de soins, j'ai été moi-même victime de refus de soins pour ma fille, qui une fois faisait un globe urinaire, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, mais vraiment extrêmement important. Le médecin de l'établissement nous a dit, il faut l'emmener tout de suite à la clinique. On va dans une clinique à Reims. Et on nous a dit « Ah non, 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 oh, c'est trop compliqué, repartez à l'hôpital », alors que ma fille se tordait de douleur. Et on a finalement trouvé une solution à l'hôpital. Donc les refus de soins, c'est du quotidien. Alors la question pour nous, c'est comment faire évoluer les choses, parce qu'on peut se plaindre, mais si on se plaint, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit proactif et qu'on propose des choses. Donc nous travaillons beaucoup, et c'est peut-être de ça dont on pourra parler dans un second temps, sur comment travailler avec les médecins pour que finalement ils puissent apporter leurs compétences dans les meilleurs, mettre au service des personnes handicapées leurs connaissances dans les meilleures conditions. Et notamment, on a un objectif qui est de travailler beaucoup avec les futurs médecins. Alors, ça n'est qu'une partie des médecins, mais je pense qu'on fait un excellent travail, sachant qu'il y a à côté tous les médecins en exercice avec lesquels il faudrait aussi faire des choses. Mais bon, c'est un chantier immense, c'est de la formation continue. Il faudra voir comment on peut faire. On va y revenir. Voilà, j'ai l'impression que l'on a, on a les signes hein, et on a le matériau pour peut-être faire une première intervention, pour avoir une première intervention de David Soffer, peut-être un premier commentaire pour essayer de voir quelle est la situation et quel est, selon vous, le rôle du médecin. Et notamment, alors vous êtes médecin, vous êtes psychiatre, mais notamment pédopsychiatre, hein, je crois, à Marseille. Oui, c'est ça, oui. Je suis pédopsychiatre et je suis aussi secrétaire général du syndicat des psychiatres français. C'est aussi pour ça que sans doute j'ai été sollicité par Franck, que je remercie. Mais oui, en tant que pédopsychiatre, évidemment, j'entends des choses qui me parlent. C'est-à-dire que le travail de pédopsychiatrie se fait avec le patient, mais aussi avec son entourage. Et encore, moi, je ne vois pas des tout petits. Je vois des adolescents et des jeunes adultes. Et même les jeunes adultes, il faut savoir recevoir l'entourage familial avec. Pour pouvoir avoir une information plus complète, en faisant attention, parce qu'effectivement, on doit respecter le secret médical, mais c'est assez simple finalement, hein, la question du secret médical. Hein, je rappelle que nous ne sommes pas détenteurs, hein, on est dépositaires d'un secret, et que ce secret il appartient au patient. Et qu'à partir du moment où on travaille avec le patient, s'il est d'accord pour que ses parents soient présents, par exemple, il n'y a pas de sujet. On peut tout à fait travailler avec eux. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai entendu des choses finalement qui sont très intéressantes, qui est le travailler ensemble. Voilà. C'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire comment, l'intention des patients, des associations, hein, c'est d'essayer de faire progresser la santé de leurs adhérents. Ça tombe bien, c'est en principe l'intention des médecins. Et donc on doit pouvoir trouver ensemble un terrain d'entente pour construire effectivement une réflexion et quelque chose qui nous permette d'améliorer le vécu de la maladie, puisque c'est de ça dont vous parlez. Au fond, ce n'est pas l'expertise de la maladie, mais du vécu de cette maladie qui est centrale et qu'à nul autre pareil. Enfin, il n'y a que les patients qui peuvent nous en parler. Après, c'est vrai que je me suis posé la question, pourquoi ils ont fait appel à un psychiatre ? Alors, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Effectivement, vous m'avez rappelé, quand on a préparé, que finalement, peut-être que le psychiatre, c'est un expert de la relation médecin-malade. Parce qu'au moins, il n'a que ça, lui. Il n'a que le malade pour travailler. Et puis, je me suis dit aussi que en tout cas, je le vis comme ça. Mes premières consultations avec les patients, souvent, il y a des psychiatres qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais à chaque fois, je suis un ignorant
je commence en étant un ignorant de plein de choses et je vais écouter le patient et je vais écouter ce qu'il a à me dire et son vécu. Et c'est à partir de ce vécu qu'éventuellement je vais l'aider à comprendre ce qui lui arrive. Et donc je ne parle pas en sachant. Vous savez, dans la fameuse asymétrie de la relation médecin-malade, on a beaucoup reproché aux médecins d'avoir une position paternaliste et le sens de la loi Kouchner, c'est d'arriver vers une décision partagée. Donc oui, c'est peut-être pour ça que le psychiatre a une place. Peut-être parce que également, Franck a dû se dire que vous aviez ce que l'on pense assez naturellement. D'abord que le psychiatre ne refuse pas a priori l'analyse conceptuelle. Et nous sommes dans une affaire qui est, je l'ai dit, à la fois de long cours, mais également qui est quand même bouleversée par une situation du présent et sans doute du futur qui va vite, qui bouge. Les malades d'aujourd'hui, vos malades, vos jeunes malades sont sans doute assez différents de ce qu'ils étaient. Enfin, je pense qu'il y a de la permanence, mais enfin, il y a quand même un environnement très différent et que donc peut-être, c'est vrai, peut-être plus que le chirurgien, encore que il doit y avoir des chirurgiens qui ont des idées sur les relations justement sur la question. Alors vous dialoguez avec nous, hein, Ouais, s'il vous plaît. Merci de dialoguer avec nous. Je crois qu'il y avait une étude qui montrait quand même que sur une consultation en gros qui était de 16 minutes, le patient avait 16 secondes pour parler. Et si on lui donnait 2 minutes, il aurait dit tout ce qu'il a à dire. Ah, mais, alors, on nous demande, enfin, la consultation de demain, parce que c'est l'objet de cette table ronde. La consultation de demain, il faut qu'elle soit, enfin, on peut y apporter plein de progrès. On n'a pas parlé, on va peut-être en parler, la téléconsultation. Il y avait un stand là intéressant avec des tas de dispositifs innovants. Donc on peut faire toutes les innovations qu'on veut. Une consultation ne peut pas se réduire dans le temps. Elle doit avoir un temps minimal. Et une consultation, c'est une rencontre intersubjective. Et vous pouvez foutre toutes les intelligences artificielles que vous voulez. Vous ne pourrez pas modéliser ça et faire disparaître ni le médecin, bon, évidemment pas le patient. Mais... Oui, je ne sais pas s'il y a un micro, si c'est vous qui vous déplacez, oui. Non, mais je crois qu'en fait, il y a un micro. Mais ça doit fonctionner là. Ouais. Gardez le micro, monsieur. Okay. Bonjour. Je ne sais pas si Pascal est là. Pascal Mévart. Bon, bah, je vais parler en son nom alors. Mais je vais parler. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les consultations longues chez les IMC. On peut appeler ça comme ça. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, il y a des nouveaux modèles de consultation dans les cabinets médicaux un petit peu large, c'est-à-dire qu'il faut des locaux, c'est ce qu'on demande depuis le début. Si une infirmière reçoit le patient avant le médecin, en même temps que le médecin, avec des cabinets qui communiquent, un logiciel qui communique, on prend le temps de s'arrêter. Normalement, les médecins généralistes qui sont ici vous diront la même chose, au moins pour nous. Moi, je ne regarde jamais ma montre quand je fais une consultation. Alors, vous avez votre problème avec les enfants qui posent des soucis, les autistes, etc. On a quelques niches comme ça à tarifer, hein. Mais il faut continuer évidemment à ce que ces niches soient reproduites par l'intermédiaire de nos dirigeants pour aller plus loin sur des consultations longues, mais on le sait, hein, on l'a demandé, on le demande depuis 20 ans, moi ça y est, ça fait 35 ans que je milite et on continue. On a le même souci chez des patients qui arrivent à notre cabinet, qui ont 60, 65 ans, et qui présentent une démence, et qui ne sont absolument pas bilantés. Et à 60 ans, on n'a pas le même bilan sur un Alzheimer si ce n'est pas un vasculaire. On n'a pas vraiment le même bilan, c'est-à-dire que ça va partir sur la recherche dans un CHU, etc. Donc je partage tout à fait votre opinion. Pour nous, médecins, l'autre côté de la barrière, c'est qu'on a besoin du temps pour s'arrêter. Maintenant, on a quelques moyens dans les zones sous-dotées, mais on a dit, hein, il faut militer pour que ça puisse être étendu à tous les médecins de France. C'est ce que Franck dit, ce n'est pas 4000 assistants qui vont sauver la médecine française, mais c'est 120 000. Voilà, j'ai bien dit, Franck, ça va? Et on est bien d'accord là-dessus. Donc il y a en effet les aides, bon, alors parce qu'ils ont décidé que ça devait être du salaire et pas des indemnisations libérales à des infirmières, par exemple. Mais je suis tout à fait de votre avis. Je crois que
c'est difficile de faire mieux pour le moment parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une consultation satisfaisante. Bon, il y a la question de la formation des médecins, il y a la question du lieu d'accueil, hein, vous l'avez mentionné, il y a la question de l'accompagnement, parce que souvent on amène une personne qui peut être difficile à manipuler. Si le médecin est tout seul, Absolument. comment il fait? C'est pas facile, il Voilà, a mais c'est besoin ce qu'on d'être dit. aidé. Et puis il y a la question du temps. Le temps, c'est de l'argent. Enfin, Non, je crois qu'il y a enfin- quand même un travail qui est fait avec la CRAM là-dessus pour avoir une tarification qui prenne en Bien compte sûr. les conditions très particulières dans lesquelles on fait une consultation. Alors, d'une les personne gens qui me handicapée. connaissent ici, ils savent que le temps, c'est de l'argent, c'est mon leitmotiv. Mais ils savent aussi que déontologiquement, quand il faut s'arrêter, moi, je ne connais pas de médecin qui ne s'arrête pas. Moi, je regarde jamais ma montre en consultation. Mais vous avez raison. Moi, je suis à Maubeuge, hein, donc je travaille avec les papillons blancs. Et le déplacement sur des foyers d'accueil de psychotiques, etc., que vous devez connaître, hein, le Fennec, par exemple, c'est évidemment pas eux, ou c'est rarement eux qui viennent à notre cabinet. Enfin, ça arrive, hein, puisque Caro envoie en nutrition. Mais c'est nous qui y allons. Et c'est vrai qu'il faut s'arrêter, il faut se poser, il faut prendre le temps d'eux. Mais on le fait. Enfin, c'est déontologique. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Alors, ah oui, nous, de notre côté, il faut militer pour avoir un acte spécifique. On est bien d'accord. Mais je partage tout à fait. Et nous partageons, je pense, tout à fait. Sur le plan alors, encore conceptuel, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit il faut aller vers. Évidemment. Ça, oui, ça c'est quand même. Mais c'est pareil que chez les personnes âgées en ALD à domicile qui ne peuvent pas sortir enfin, de leur c'est à la appartement fois- parce qu'elles ne sortent plus de leur appartement. C'est bien pour ça que la VL tous les 3 mois ou tous les trimestres, c'est une connerie sans nom. Alors c'est bien, c'est une progression pour le médecin. Mais enfin, faisons 12 actes par an, bien que je ne suis pas sûr que la visite mensuelle serve à quelque chose. Mais faisons 12 actes par an, divisons par le nombre d'actes entre la VL et le V normal. Et ça fait un V chez la personne de plus de 80 ans en ALD aux alentours des 55 €. Et ben voilà, simplifions. On est rentré très rapidement hein, dans la deuxième partie que nous voulions, que nous nous étions fixés, mais c'est très bien comme ça. Nous, on voudrait voir avec nos invités 3 ou 4 sujets, ou 5, sur ces sujets généraux sur lesquels ils veulent, et je pense qu'il est intéressant que vous réfléchissiez avec eux. Il y en a peut-être d'autres, hein, pour vraiment avoir un débat. C'est la prévention versus le curatif. Notre système, on le sait, a été très fondé pendant des années sur le curatif. Aujourd'hui, il y aurait peut-être une nouvelle possibilité de le voir s'étendre à la prévention. Donc ça, c'est intéressant. C'est une demande, hein, je crois, mais ils l'exprimeront, qui est faite par le mouvement associatif. C'est les relations avec vous, avec les médecins, mais aussi avec les autres soignants. On l'a déjà un petit peu abordé. Il y a les assistants, mais enfin, il y a aussi les infirmiers de pratique avancée, vous devez connaître, et puis il y a d'autres soignants également, dans une sorte de communauté soignante, médicale, soignante. On en a déjà aussi un peu parlé avec un rôle particulier du médecin. C'est quand même l'accès aux soins. Alors là aussi, on se dit que le monde moderne est extraordinaire, et puis on se rend compte finalement que l'accès aux soins n'est pas rendu plus facile et qu'il n'était. Il est peut-être beaucoup plus difficile qu'il n'était, d'abord parce que ces médecins sont moins nombreux. Et puis il y a aussi un problème, peut-être, j'imagine, Monsieur Minet, que vous pourriez l'évoquer. Moi, il me semble que dans le handicap, il y a un problème de paupérisation qui est réel. Et puis je dirais la dernière chose, la télémédecine, il faut qu'on en parle quand même, malgré tout, on l'a évoqué. Et puis il faut absolument qu'on reparle de la formation, alors des jeunes, des moins jeunes, mais enfin des jeunes. Alors on va peut-être commencer. Vous voulez, enfin je vous coupe pas la parole, allez-y si vous voulez. On peut le prendre dans le désordre. Hein. Alors, puisque vous parlez de la prévention, c'est vrai que la population, mais vraiment au sens large, aussi bien des personnes qui sont en établissement ou accompagnées par des services que celles, peut-être même encore plus, celles qui vivent à domicile, il n'y a pas de prévention. Quand on découvre un cancer, enfin vous le savez bien en tant que médecin, quand on découvre un cancer chez une personne handicapée, c'est souvent à un stade beaucoup, beaucoup plus avancé que dans la population de référence. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a pas... j'ai une fille, elle n'a jamais eu d'examen. J'aurai un garçon, il n'aurait pas eu d'examen. On progresse.
les premières avancées en matière de prévention, ça a été la prévention bucco-dentaire, parce que nos gamins avaient des dents tellement pourries que, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, ça a été le plus facile à faire, parce que c'est peut-être l'endroit où c'est le plus facile à accéder, les dents. En sachant que pour certains publics, vous parliez docteur, des problèmes de comportement tout à l'heure, c'est vrai que certaines populations sont vraiment très difficiles d'accès, on a beaucoup de mal, mais je crois que dans beaucoup de CHU maintenant, il y a quand même des consultations spécialisées qui se mettent en place, et ça c'est quelque chose, notamment avec l'Union pour la santé bucco-dentaire, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça avance quand même bien. Mais dans d'autres domaines, pour ce qui est des consultations gynécologiques, des cancers de la prostate pour les garçons, d'autres maladies qui sont liées au fait que certains gamins sont toujours allongés, gamins ou adultes, toujours allongés, ont des problèmes intestinaux liés à ça. Il y a d'autres pathologies qui sont mal suivies. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. L'hôpital, on ne peut pas dire que l'hôpital refuse. L'hôpital a du mal à accueillir des personnes pour des examens gynécologiques, par exemple. Ce n'est pas du tout adapté quand on reçoit une personne qui a eu une infirmité motrice cérébrale majeure avec des déformations énormes. Les médecins n'osent même pas faire les examens. Ils ont peur de faire mal. Ils n'ont jamais fait. Ils ne savent pas comment faire. Donc il y a un vrai problème de prévention. Les ARS quand même, parce que je vois par exemple dans les CEPOM, les ARS demandent maintenant à ce qu'on intègre la dimension prévention. Donc ça, c'est une bonne chose, mais il faut avoir des interlocuteurs en face. Il faut avoir aussi des médecins qui soient formés. Alors, finalement, il y a des biais qui se mettent en place. Dans un certain nombre de CHU en France, il y a des équipes type handi-patient, qui sont des espèces d'interfaces entre la connaissance de la famille, la connaissance de l'établissement et les professionnels hospitaliers, donc qui accompagnent la personne handicapée. Du coup, les professionnels sont libérés des questions d'alimentation, de communication, de tout un tas de trucs, et ça se passe pas si mal. Donc ça va permettre d'améliorer la prévention. Mais c'est un champ énorme dans le domaine du handicap. Je propose, M. Binet, on reste sur ce sujet quelques minutes, peut-être avec vous. Alors, je pense que la prévention pour les diabétiques, c'est un point central. Ben oui, la prévention. Dialoguez avec nous, hein, je prends les questions. Oui, c'est certain que les diabétiques font un peu école, puisque nous sommes 4 millions en France, malheureusement, de diabétiques. Mais je dirais que cette prévention, elle est aussi valable pour l'obésité, pour les maladies cardiovasculaires, même pour les cancers. Je crois qu'en France, on est très bon en médecine préventive, mais la prévention, on l'a laissée de côté. C'est grand temps aujourd'hui d'entrer dans ce temps de la prévention, parce qu'on parlait tout à l'heure du temps de consultation, mais un patient atteint d'une maladie chronique, il va passer quoi? Il va passer 5 ou 10 heures avec son médecin, mais après tout le restant, il sera seul face à sa maladie et il devra mettre en pratique ce que le médecin a bien voulu lui expliquer, et il devra suivre son traitement. Je pense que si on fait vraiment de la prévention, bien déjà, on va éloigner les maladies. C'est certain que vous êtes médecin, vous êtes là pour soigner les patients et les malades, mais néanmoins, je pense aussi que vous êtes citoyen, et je crois que si on arrive à être des médecins citoyens et des patients citoyens, on mettra en œuvre pour que, dans notre pays, les maladies chroniques reculent, et que par la prévention, justement auprès des enfants, on arrive à faire de notre système de santé quelque chose de meilleur. Je pense par exemple à mon espace santé. Mon espace santé a été lancé, je crois qu'il est important que les patients s'emparent de leur espace santé, mais que aussi les praticiens puissent pousser les patients à utiliser leur espace santé pour un meilleur suivi de leur pathologie, et pour justement aussi également une prévention des complications qu'ils ont liées à leur pathologie, parce que souvent, un maladie chronique, il est multipathologique, parce que tout simplement, cette prévention n'a pas été suffisante et en tous les cas n'a pas été assimilée par lui. Donc, je crois que nous avons tous à œuvrer, vous médecins et nous patients, nous avons tous à œuvrer
pour que la prévention devienne dans notre pays quelque chose de fondamental et qu'elle soit prise dès l'éducation de nos enfants, éducation à la santé de nos enfants, pour que nous ayons une médecine qui ne soit plus seulement curative, mais qui soit aussi préventive. Ouais, c'est bien, vous intervenez? Oui, bonjour, Patrick Assiac, cardiologue, ancien élève de Jean-François Thébault, puisque j'étais son secrétaire général à l'époque. Donc une petite référence, si vous voulez, pour vous en tout cas, et pour nous également. Secrétaire général des spécialistes CSMF. Écoutez, donc, en tant que responsable à la fois d'une équipe de soins spécialisés et d'un réseau de soins qui s'appelle Résicard et qui traite les patients insuffisants cardiaques et bien entendu les patients diabétiques, je suis tout à fait sensible à vos propos. Dans la mesure où on fait une médecine de soins, c'est vrai, et on ne fait pas assez de prévention. Et on le disait donc ce matin à Mme Marguerite Cazeneuve, on a besoin de faire de la prévention, mais également de l'éducation thérapeutique. Et je pense que vous êtes en première ligne, parce que vous êtes les premiers, les diabétiques, à faire sortir un petit peu l'éducation thérapeutique. Et nous, on l'utilise beaucoup pour nos patients insuffisants cardiaques, parce qu'on voit actuellement une épidémie de maladies chroniques. Et cette épidémie de maladies chroniques nous ennuie, parce que c'est des patients qui sont très bien traités par les médecins généralistes et les cardiologues, entre autres, et les spécialistes, mais malheureusement, ils n'ont pas ce que vous demandez, vous, ce que vous souhaitez, soit un degré d'empathie, mais surtout un degré d'adhésion à leur traitement qui pourrait être maximal grâce à l'éducation thérapeutique. J'en viens à mon propos. Le propos, c'est qu'on a besoin, à partir de la prévention, de mettre en place des parcours de soins et parallèlement de l'éducation thérapeutique à ces patients. Je pense aux diabétiques, je pense à la maladie chronique, et on sera tout à fait d'accord, si vous voulez, si vous nous appuyez, vous, membres des fédérations, à développer l'éducation thérapeutique chez nos patients, soit diabétiques, BPCO, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux et éventuellement neuropathie, pour faire en sorte qu'on puisse développer cette culture qui nous manque, cette culture d'éducation thérapeutique dont vous avez besoin, et nous on a besoin, si vous voulez, pour entreprendre et compléter le traitement. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la prise en charge multidisciplinaire et l'éducation thérapeutique fait partie des traitements, des recommandations en niveau 1A. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est aussi important que mettre en place un médicament. Donc, banco, on est tout à fait d'accord pour aller avec vous. Aidez-nous, si vous voulez, au niveau des fédérations, et nous, on suivra sur le terrain. Et alors, peut-être que ça permettra, parce que je trouve que Christian parle juste, pour autant, il a parlé de vous en disant que vous êtes des médecins du soin. Ça m'a presque un peu surpris. Vous ne vous sentez pas uniquement médecin du soin. Oui, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de soins, et peut-être pas assez de prévention, et pas du tout d'éducation thérapeutique. Ok, Eric. Oui, moi je voudrais rebondir et effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, à savoir, quand on avait mis en place l'éducation thérapeutique au CHU à l'époque, c'est moi qui appelais les malades et en fait 99% des malades adhéraient justement à cette éducation thérapeutique. Sauf que je me suis fait souffler dans les bronches parce que j'avais donné mon numéro de téléphone et normalement c'est un numéro de téléphone du CHU qu'il fallait donner. Le problème c'est qu'en fait les patients tombaient sur un professionnel de santé. Mais comme je vous le dis, et je suis tout à fait conscient quand même dans une consultation de 18 minutes, vous n'avez pas le temps de tout voir. Ben là, c'est pareil. En fait, si vous voulez faire adhérer un patient à l'éducation thérapeutique, moi, je les écoutais une demi-heure à 3/4 d'heure. En fait, c'était de l'écoute que je faisais. Donc, en fait, il vide son sac, c'est-à-dire parce qu'il a besoin de vider tout ce qu'il a en lui, parce qu'il est attristé, il est énervé, il est malade. Et puis, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ben, vous voyez qu'il est dans l'écoute. Et je lui dis, bah, écoutez, on a vraiment ce qu'il vous faut de l'éducation thérapeutique. Et je vous promets, à 99%, j'ai peut-être eu 3 malades qui m'ont refusé, adhérer en fait à ce programme. Mais il faut avoir le temps de l'expliquer, parce que c'est vrai que vous, déjà en consultation, comme on le dit, 18 minutes, qu'est-ce que vous allez faire en 18 minutes? Il faut pouvoir l'expliquer. On ne peut pas dire, oh, ben, y a de l'éducation thérapeutique. Il va se dire, c'est encore une unième consultation, il va falloir que je revienne à l'hôpital. Mais il faut après, oui, avoir le temps de l'écouter. Pour compléter votre propos, l'éducation thérapeutique, ce n'est pas uniquement la connaissance de la maladie ou la connaissance de la prévention, c'est la gestion de la vie quotidienne. Et ça, les gens ne le savent pas. Et comme ils ne savent pas ça, il n'y a pas de promotion de l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique, ça doit être comme le soin, ça doit être naturel. Mais c'est chronophage, et vous avez besoin de centres particuliers, spécifiques, experts pour mettre en place ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on aimerait au sein, par exemple, des facs de médecine où on intervient, c'est que souvent les élèves, les étudiants ont un entretien motivationnel sur la maladie, les traitements. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit du psychosocial. C'est-à-dire, et comment ça va avec la fatigue, et comment vous allez gérer votre travail. Alors effectivement, comme on vous l'a dit, 18 minutes, ça va être compliqué. Mais c'est là, justement, il faut dire, eh ben, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui existent et on oriente vers... parce que moi, je vois, ben, ça c'est Jackie qui va pouvoir en parler, c'est vraiment le CRS. C'est en ville, c'est à disposition de tous les médecins.
Mais c'est quelque chose de fabuleux et ils sont à moitié remplis, c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est fabuleux, ils ont tout, ils ont une diététicienne, il y a des cours de cuisine éducative, il y a de l'art-thérapie, il y a de la sophro, il y a de la psychologue, ils ont tout. À chaque fois, moi j'ai fait des petites interviews pour savoir comment ça se passait, ils étaient tous enchantés. Et je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ce n'est pas plein. Parce qu'entre l'obésité, entre la cardio, entre le diabète, et c'est vrai que je pense parce qu'il faut le savoir, il faut le connaître. Et c'est pareil pour le e-accompagnement, c'est ce qu'on essaie en train de faire nous au niveau des libéraux. Le e-accompagnement, ben pareil, vous ne pouvez pas parce que vous pouvez parler de la sexualité, de la fatigue et tout ça. Ben nous, on a en tant qu'association des programmes où on va faire des ateliers sur les droits sociaux, on va faire des ateliers sur la fatigue, on va faire des ateliers sur la sexualité. Et là, c'est justement en orientant, ben, ça vous permet de vous dégager peut-être du temps en disant, et surtout ne pas laisser le malade repartir sans rien. C'est-à-dire, ben, là, vous avez une association, une plateforme, vous pouvez aller voir, c'est de l'information validée. Et puis après, il est pris. Et c'est bien, le dialogue s'installe. Alors, simplement, avant de donner la parole, merci beaucoup. On voit bien que c'est interactif de ce point de vue-là. Juste avant de donner la parole à Jackie, notre grand témoin, David. Non, mais je Oui. vais te donner la. Ah bon. Oui. Ah oui, mais je ne l'ai pas Donc, oublié, hein. Bertrand Legrand, je suis médecin généraliste dans le Nord, à Tourcoing. On parlait prévention et on parlait dépistage. Et vous voyez, nous, dans la pratique de médecine générale, le dépistage, la prévention, c'est quelque chose qu'on fait au sein de la consultation, qu'on fait, je dirais, c'est inclus dans notre consultation. Par contre, on sait très bien qu'un dépistage qui n'est pas fait au moment de la consultation, dans le moment même, je pense à l'IPS, à l'EFR, enfin peu importe, à différents actes techniques qu'on peut réaliser, s'il n'est pas fait au moment où on le fait, si on reconvoque le patient, on a un taux de perte qui est tout à fait normal, puisqu'on pense à autre chose, ce n'est pas un reproche au patient. Sauf que nous, on ne peut pas le faire les deux en même temps, parce que si on fait le dépistage, ça vient en déduction de notre consultation. Et donc nous, on a besoin d'avoir la capacité de cumuler ces deux actes-là, de manière à ce que immédiatement le dépistage soit mis en place. C'est important. Bonjour, je voulais juste rebondir sur les propos sur l'éducation thérapeutique. Je suis le docteur Morel, je suis médecin généraliste, membre d'une maison de santé, d'une CPTS et vice-président de la Fédération nationale des CPTS. Pourquoi il n'y a pas les patients dans les programmes d'éducation thérapeutique? Parce qu'ils sont trop centralisés. Et la clé pour que les patients aillent dans les programmes d'éducation thérapeutique, c'est de les mettre au cœur des territoires. Dans les CPTS, on est en train de créer, et dans les maisons de santé, des programmes d'éducation thérapeutique. Et quand on les propose au sein des équipes, au plus près des patients, non seulement on a les patients, mais en plus, on a les patients auxquels ça doit s'adresser. C'est-à-dire que les patients qui font l'effort d'aller suivre un programme d'éducation thérapeutique centralisé, je dis centralisé, c'est-à-dire auprès des CHU, auprès des équipes spécialisées, sont les patients qui prennent déjà le plus soin d'eux. Et si on va dans les territoires, si on adapte ça et qu'on apporte l'éducation thérapeutique au plus près des patients au sein des territoires, eh bien là, on va toucher les patients auxquels ça doit s'adresser, c'est-à-dire les patients qui ne vont pas vers le soin. C'est aller vers, à nouveau. David? Non, juste effectivement, on sait que l'éducation thérapeutique est d'autant plus efficace qu'elle est validée par le médecin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le médecin insiste, adresse. Et donc, il faut effectivement que les lieux où se délivre cette éducation thérapeutique soient sur les territoires et pas loin de là où sont les médecins qui adressent. C'est-à-dire qu'il faut que, de ce côté-là, il y ait une connaissance mutuelle précise, quoi. Enfin, une reconnaissance mutuelle. Alors, on avance, oui. Alors, on va avancer un tout petit peu parce qu'on on s'était fixé 3, 4 ou 5 sujets. Il y avait une... Oui, je vous le donne. Mais également, non, il faut qu'on parle de ça, mais il faut que nous parlions aussi des relations avec les autres soignants, l'accès aux soins, etc. Spécialistes. Oui, mais je l'ai bien reconnu, cher ami. Si je puis, juste sur quelques aspects, je vous ai bien écouté tout à l'heure. Alors, moi, avec David, j'ai l'avantage d'être neurologue, donc je suis docteur Perotti, neurologue président des spécialistes CSMF. Je crois qu'on a un avantage, c'est qu'on a des consultations longues, et donc c'est essentiel dans notre pratique. Et je le dis toujours en premier aux patients, racontez-moi votre histoire, après je vous examine, et après vos examens complémentaires, on les verra ensuite. Et donc c'est essentiel pour la relation. Un élément sur le handicap, puisqu'on a parlé tout à l'heure du handicap, il y a eu un groupe de travail handicap à la CNAM auquel j'ai participé, et une des demandes que la CSMF,
j'ai transmis à Franck, et on l'a transmis à Michael Benzaki à la CNAM. On a demandé plusieurs choses. Alors, je m'occupe beaucoup des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, et on a demandé que ça soit systématiquement reconnu comme une affection de longue durée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup de refus. Et autre chose, c'est qu'on a demandé que toutes les consultations concernant des handicaps lourds, des patients avec des handicaps lourds, soient systématiquement upgradées pour que justement le médecin puisse prendre le temps d'examiner. Donc on attend la réponse, mais il y a eu un accusé de réception plutôt positif. Autre chose sur les nouveaux moyens pour prendre en charge les patients avec des maladies chroniques ou handicaps, je crois qu'un élément tout récent, alors moi j'ai découvert ça depuis le mois de juillet, c'est l'IPA. Alors pourquoi l'IPA? Donc on lui délègue le suivi des maladies chroniques, et je crois que l'IPA a un regard et un rapport avec le patient qui est différent du médecin, et ils nous le disent après. Elle a un échange qui est long. D'abord, les forfaits d'IPA sont faits en principe pour durer 3/4 d'heure, parfois 1 heure. Il y a un temps d'échange. Elles ont une coloration, on a parlé d'éducation thérapeutique, elles ont une coloration d'approche de type un peu éducation thérapeutique, sur à la fois l'observance du traitement, sur l'hygiène de vie en général. Et je crois que c'est un élément, un outil nouveau dans le suivi des patients. Il faudra vraiment développer la collaboration médecin-IPA parce qu'on est complémentaires à notre approche. Et le dernier point, c'est la e-médecine. Je ne sais pas si vous vouliez y venir, mais moi je crois que c'est très important que ce soit pour les instituts, les IME ou autres, qu'on fasse beaucoup plus de téléconsultations assistées, parce que déplacer des gens avec des handicaps très lourds, ce n'est pas toujours pertinent, alors qu'une téléconsultation assistée, ça peut souvent résoudre beaucoup de problèmes. C'est pareil d'ailleurs pour les patients en EHPAD. Il faut rappeler que pour la mission Flash avec François Braun, on avait décidé cette année que logiquement, les patients en EHPAD, il fallait toujours faire une téléconsultation assistée avant de les envoyer vers un hôpital pour voir si on pouvait résoudre les problèmes. Donc il y a des outils modernes, IPA, téléconsultation assistée, qui peuvent aider à ça. Et puis il faut reconnaître la difficulté, la complexité des consultations pour les gens qui ont un handicap. Merci. Oui, et merci de mettre tout sur la table. Vous vouliez intervenir, Christian, et notamment d'ailleurs, vous pourriez peut-être, me semble-t-il, intervenir sur les infirmiers de pratique avancée. Alors, attendez, peut-être d'abord question, Jackie d'abord. Oui, juste pour dire que concernant l'éducation thérapeutique du patient, je crois que c'est tout à fait de la médecine préventive, et ça permet justement au patient de s'emparer de sa pathologie. Nous, à la Fédération, ça fait depuis 2008 que nous formons des patients experts, et nous avons à peu près 80 départements qui ont des patients experts. Ça représente un peu plus de 800 patients experts en France. Donc c'est certain que nous sommes engagés dans l'éducation thérapeutique du patient, mais je dirais que la balle est de votre côté. Parce que sans vous, cette éducation thérapeutique ne peut porter ses fruits. C'est selon la prescription du médecin. Le patient est très sensible à la prescription de son médecin. J'irais même plus loin, comme l'activité physique, par exemple. Je pense même si elle n'est pas remboursée aujourd'hui, si vous êtes prescripteur de l'activité physique, je puis vous assurer que vos patients seront plus attentifs. Nous, je suis aussi président de l'Association des diabétiques des Alpes-Maritimes et de l'Est-Var. Nous avons embauché un coach sportif. Nous avons tous les jours une activité physique différente, et il y a un engouement extraordinaire. Mais quand la prescription vient du médecin, ça a une portée tout à fait différente. Et je pense que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble, nous, associations de patients, vous, médecins, parce que sans votre prescription, cette éducation thérapeutique ne pourra aboutir. Et aussi, à votre décharge, c'est vrai que même si vous prescrivez,
Et même si les patients s'inscrivent à l'éducation thérapeutique, moi je fais de l'éducation thérapeutique en hôpital public et privé, donc j'ai un peu les deux vues. Et je m'aperçois que souvent on m'annonce un groupe, on dit tiens, eh bien, ça s'est passé lundi. Lundi, on me dit tu as 8 patients qui viennent à l'éducation thérapeutique. J'arrive et puis je vois l'infirmière coordinatrice décomposée. Elle me dit excusez-moi, il n'y en a que 3 qui sont venus. J'ai dit écoutez, tant pis, il y en a 3, mais ces 3-là, au moins, on va pouvoir s'en occuper. Et les autres, pourquoi ils ne sont pas venus, je ne sais pas. Mais ceux-là, ils sont là. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a quand même les patients qui, bien souvent, sont déficients. Donc on a besoin vraiment de travailler ensemble pour faire ces efforts et pour avoir cette médecine préventive. Peut-être Eric sur Oui, les sur IPA. les infirmières en pratique avancée. Alors effectivement, nous dans les MICI, c'est pas dans la norme encore, mais il y a des infirmières qui ont monté une association pour le développer. Et comme je l'ai entendu dire, effectivement, c'est la solution. Parce que pourquoi, par exemple, il n'y a pas une consultation d'annonce pour les maladies chroniques? Je veux dire, ça existe pour le cancer, mais ça devrait exister aussi pour en fait toutes maladies chroniques. Et ces IPA, je pense, auront peut-être justement dans leur timing le temps, comme on l'a dit, d'avoir 3/4 d'heure, d'écouter le malade, de lui expliquer un petit peu son parcours, de lui expliquer les personnes ressources qu'il va avoir. Et effectivement, comme l'a dit Jackie, c'est simplement pour vous rappeler que nous aussi, en tant qu'association, et surtout pour vous, libéraux, il faut savoir que, en tout cas, nous, à l'AFA, et je pense que l'AFD, pareil, on a une assistante sociale, on a un service juridique, on a une diététicienne, on a une psychologue. Donc tout à fait à même aussi à pouvoir répondre aux malades si voilà, vous n'avez pas ça autour de vous, l'envoyer à l'association et nous, on pourra en fait l'orienter vers ces personnes ressources. Notre grand témoin David rassemble toutes ces idées pour tout à l'heure. Il y a plein d'informations qui nous sont données et à la fois, je trouve qu'on a une réflexion un peu conceptuelle, effectivement, mais également très pratique. Vous avez une question? Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Isabelle Turquin. Je suis diabétologue à Valence, donc dans la Drôme. Et je voulais revenir sur l'éducation thérapeutique, puisque bien sûr, en tant que diabétologue, comme vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord avec vos propos sur le fond, on est précurseur sur l'éducation thérapeutique et on est tout à fait convaincu de l'importance de la prévention, du dépistage. Et je pense que vous savez, nous, on est des experts dans l'éducation thérapeutique. Ça fait des années qu'on est quasiment tous formés en éducation thérapeutique. La problématique et la réalité de terrain, c'est que ça fait des années et des années que nos syndicats se battent pour obtenir une valorisation de la consultation longue ou de l'acte d'éducation thérapeutique en libéral. La deuxième problématique, c'est qu'on n'est pas une spécialité où on est nombreux. Donc clairement, on est moins de 1000 en France. Donc tous les diabétologues libéraux ne peuvent pas s'occuper d'éducation thérapeutique. Donc actuellement, dans ma région, elle est faite à l'hôpital pour un certain nombre de patients, mais c'est vite limité. Et il y avait un réseau qui s'en occupait en libéral où on pouvait adresser nos patients, ce qu'on faisait. Et ce réseau n'existe plus depuis quelques mois pour des manques de financement. Donc nous, on est évidemment tout à fait d'accord. On adressait nos patients, on sait faire. Le problème, c'est les moyens qu'on n'a pas en ville, en termes de temps, en termes de reconnaissance, en termes de nombre de médecins. Voilà. Merci pour ce message important. Oui. Christian, également, le temps passe, il faut que nous abordions la question de l'accès aux soins. Et il faudrait qu'on parle aussi un peu de l'apport de la télémédecine ou au moins de la e-santé, et puis qu'on ait un mot sur la formation des jeunes. Alors déjà, sur l'accès aux soins, peut-être? Oui, alors notamment ce que nous disons, accès évidemment aux médecins capables de prendre en charge des malades handicapés, mais également évidemment une paupérisation que l'on voit de plus en plus dans certains territoires, dans ces populations en particulier, et qui pose vraiment des questions très fondamentales pour leurs soins. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a un accès aux soins qui est très différent d'une personne à l'autre, d'abord en fonction des territoires, parce qu'il faut quand même souligner le défaut de médecins à pas mal d'endroits, donc bon, ça c'est un vrai problème, mais aussi une difficulté d'accès aux soins qui est liée finalement au milieu qui entoure la personne handicapée. On a, c'est une évidence, une société qui est de plus en plus difficile,
la vie n'est pas facile pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui perdent des repères. On a des gens, on a beaucoup de familles où le handicap de l'enfant se cumule avec un handicap social important. Et c'est vrai que vous parliez de tout à l'heure de la différence de comportement. Les comportements des patients et de leurs familles évoluent. Et là, c'est un domaine où on le voit bien parce que les enfants qui sont nés dans une famille qui connaît les codes, qui a les réseaux, ils ne vont pas déjà en établissement. Ils sont sensibles à l'appel de l'éducation nationale, ayez une scolarité normale. Donc on ne les voit pas. Ils sont soignés en libéral, généralement. Malheureusement, parfois accompagnés par des services comme les CESAD ou des CAMS ou des choses comme ça. Et on a d'autre part des familles qui sont, elles, complètement incapables de se prendre en charge parce qu'elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas les réseaux, et on les retrouve dans nos établissements. Et pas du tout avec les mêmes exigences. La première population, elle demande le maximum en espérant que son gamin va aller le plus loin possible. Les autres, ils se reposent un peu sur nous. Et ceux-là ne sont pas du tout proactifs dans la prise en charge. Je veux dire, par exemple, au niveau des CAMS, là, quand on prend vraiment les tout petits, quand un gamin est orienté par un CAMS avec 3, 4, 5 séances par semaine d'ergo, d'ortho, enfin, peu importe, de kiné, on a des familles qui ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas compris la nécessité. Elles viennent une fois de temps en temps, puis elles ne viennent plus. Donc c'est vrai qu'on a une vraie différence dans la relation avec les médecins, avec des exigences auprès des médecins, enfin des exigences de résultats. Il se trouve que parfois, la meilleure connaissance, les meilleurs réseaux des familles, les socialement les plus intégrés, peuvent se retourner contre l'enfant parce que on voit des enfants qui, vers 7, 8, 9, 10 ans, reviennent en établissement sans savoir lire ni écrire, et en plus avec des déformations orthopédiques majeures, parce qu'ils n'ont pas eu de kiné, ils n'ont pas eu la prise en charge qu'on a dans un établissement. Donc finalement, au bout du compte, souvent, c'est ceux qui sont passés par les établissements, en espérant qu'ils puissent en sortir après, qui sont le mieux préparés. David, un commentaire, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de messages. Oui, il y a beaucoup de messages qui sont dits. Sur la question qui vient d'être soulevée sur l'accessibilité, sur l'accès aux soins, je me disais aussi que peut-être nous, confrères, devons continuer et notamment dans notre activité syndicale, insister sur comment améliorer l'accès aux soins, notamment non programmés. On a tous des problèmes avec ça. Enfin, on nous renvoie sans arrêt cette question. En tout cas, en psychiatrie, c'est un truc qui revient très fréquemment. Et effectivement, il y a des progrès qui ont été faits. Je pense que les confrères ne savent pas qu'il existe notamment la consultation sans délai, enfin un certain nombre de dispositions qu'il faut que l'on essaye de diffuser et d'encourager pour faire comprendre aux uns aux autres que l'accessibilité des soins, c'est une responsabilité aussi des médecins. C'est au-delà de la question de l'accessibilité aux locaux, effectivement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Florence Doury-Panchou, je suis médecin MPR en libéral dans le Loir-et-Cher. Et je suis tout à fait intéressée par tout ce qui se dit parce que ça représente bien les difficultés qu'on a, notamment pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Je voulais revenir sur deux choses. La première, c'était la nécessité de l'aller vers, effectivement. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui se mettent en place. Moi, je coordonne une équipe mobile dans mon activité salariée à l'hôpital qui permet quand même de répondre à un certain nombre de problématiques. Et là, actuellement, la problématique qui est difficile, c'est l'accès aux soins, notamment d'ophtalmo, gynéco et de soins dentaires. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler à la fois avec l'hôpital, mais avec la ville, en repérant l'offre. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quelle est l'accessibilité des cabinets libéraux. C'est-à-dire que l'accessibilité physique, en général, on sait à peu près. Mais après, sur tout ce qui va être adaptation du cabinet pour accueillir des personnes avec des troubles comportementaux ou des handicaps sensoriels, c'est assez difficile. Donc, du coup, il y a un travail en ce moment qui se fait dans le Loir-et-Cher avec l'URPS et puis la CPAM pour répertorier, et à plus large échelle, je pense sur tout le territoire national, il y a un questionnaire qui a été diffusé pour justement répertorier de manière très précise l'accessibilité à tous les types de handicap dans les cabinets libéraux. Et je pense que c'est vraiment très très important qu'on puisse tous répondre à ce questionnaire pour qu'on ait un vrai
un vrai annuaire des professionnels libéraux qui peuvent accueillir ces patients et qu'en retour, les personnes qui essayent d'organiser l'accès vers ces soins puissent orienter correctement et apporter les aides nécessaires dans ces cabinets quand c'est nécessaire. Et ensuite, d'aller chercher les patients, parce que comme vous le disiez, il y en a qui sont à la recherche et qui trouvent des solutions. Mais après, on a beaucoup de patients en situation de renoncement aux soins. Des patients qu'on voit, alors moi, ils viennent quand même parfois en MPR pour certaines problématiques, mais qui n'ont plus de soins dentaires, de gynéco depuis des années, voire qui n'en ont jamais eu, et qui ne cherchent même plus en fait. Bravo, bravo parce que tout cela est très bien dit. Dites-moi, Si. alors c'est pas tout à fait sur le handicap, mais vous aviez bien une plateforme, vous, qui répondait un petit peu à ces attentes, non? C'est-à-dire vous avez mis en place une plateforme. Une plateforme. Vous aviez même un petit film, je ne sais pas si on a le temps. Ouais, je ne pense pas qu'on ait le temps, mais oui, c'est une plateforme en fait. Si la technique était prête. C'est une plateforme d'accompagnement. En fait, que moi, 40 ans de maladie, c'est vrai que j'ai un peu mis sur cette plateforme tout ce dont m'a manqué en fait au cours de ma vie. Et c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est pas que la maladie, les traitements, mais c'est justement tout ce qu'il y a autour de la maladie, donc le quotidien. Donc on va pouvoir y retrouver les thérapies complémentaires, donc le bien-être, il va y avoir la fatigue, il va y avoir les droits sociaux, il va y avoir l'école, la scolarité, il va y avoir le voyage. Et en fait, j'ai traité ça donc sous forme de petites vidéos. Donc j'ai tourné plus de 400 vidéos pour traiter en fait chaque question que pouvait se poser en fait le malade et la traiter par une vidéo. Donc c'est vrai qu'on aime bien dire c'est une plateforme faite par les malades pour des malades. Bien sûr, il y a un comité de pilotage avec des médecins qui vont valider bien sûr l'information. Et on en est fiers parce qu'on a quand même remporté le prix Galien donc face à des startups et des laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est vraiment une plateforme qui évolue donc de jour en jour parce qu'elle est donc progressive. Donc on met de plus en plus d'informations. C'est-à-dire qu'avec cette plateforme, les gens intéressés peuvent avoir réponse à plusieurs de leurs problèmes. Exactement, et c'est pour ça aussi, c'est ce qu'on essaie de faire passer au niveau des libéraux, même nous, bien sûr, les gastro-entérologues libéraux, c'est qu'en fait, vous envoyez votre malade sur cette plateforme en amont, je pense que vous diminuez de moitié les questions qu'ils peuvent vous poser quand ils découvrent leur maladie. Et c'est vrai que déjà, ils ont eu un minimum d'informations. Et après, peut-être sur des choses qu'ils auront moins bien compris, ils vont peut-être leur aborder au niveau de la consultation. Ça, c'est pour essayer de voir un peu comment gagner un peu du temps. Donc, pour moi, c'est la consultation de demain. On est en train de travailler sur la plateforme, justement. Et c'est d'orienter le malade déjà sur la plateforme. C'est par exemple, des scores justement sur la maladie, savoir si elle est en poussée active, sévère ou en rémission. Donc, il vient avec son petit histogramme et on voit exactement ce qui s'est passé. Après, il va mettre aussi combien de fois en éducation thérapeutique. Je demande, moi, vous avez posé la question au médecin. Oh, non, j'ai oublié. Et là, il va noter sa question. Ça va s'afficher sur une fiche. Il appuie, il print et on a déjà ce qui s'est passé sur sa maladie, les questions qu'il doit poser. Voilà, on essaye en fait d'essayer de voir comment vous faire gagner un petit peu de temps. Alors, je n'ai pas dit que ça allait gagner énormément de temps, mais voilà, 5 minutes pour pouvoir peut-être s'occuper de... C'est l'information aux patients. Et effectivement, les associations de patients sont là pour ça. Et c'est extrêmement important ce que vous nous racontez là et super intéressant parce que ça facilite grandement la tâche de la consultation par la suite, hein, et avant et après, le suivi, etc. etc. Oui, mais combien oriente vers une association? C'est ça le problème aussi. C'est que très souvent, et pourtant nous on travaille vraiment main dans la main avec les gastro, et même, j'avoue, même moi... Vous l'avez dit vous-même, c'est difficile pour un patient d'aller vers une association parce que d'abord, définitivement, ça le place à une position de malade. Or, quand il vient voir le médecin, il a envie de sortir en lui disant soit vous n'avez pas cette maladie, soit vous êtes guéri. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc, vous le dites vous-même, aller vers l'association, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ici sont assez à l'aise avec le fait de parler des associations. Moi, alors en plus en psychiatrie, je peux vous dire que c'est aussi très compliqué. Et pourtant, j'évoque ces questions-là. Mais elles sont difficilement entendables et ça met beaucoup de temps. Les patients prennent beaucoup de temps avant de faire la démarche. Tout à fait. Alors, vous prêchez pour un convaincu. Mais justement, déjà, la plateforme, ce n'est pas une association. C'est une plateforme qui a accès libre. C'est pour ça que c'est c'est très important. Donc déjà, ça ouvre cette partie-là. Là, ce qu'on est en train de faire, justement, on parle des IPA, c'est qu'on essaie, alors pour le moment, ce n'est pas des IPA, c'est des infirmières coordinatrices, mais on va faire une étude où, en fait, les malades vont passer automatiquement par une infirmière coordinatrice qui va envoyer vers un patient expert. Et après, elles sont suivies donc, au quotidien. Donc, c'est inclus dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'il va pouvoir discuter avec un patient. Et là, on ne lui parle pas d'association, on lui parle de patient, il va pouvoir échanger. Et là, ça va l'amener petit à petit à avoir ce côté-là, quoi. Donc, on essaye, oui, effectivement, parce que moi, j'étais vraiment... les associations, je peux vous dire, hein,
J'ai écrit un livre chez Odile Jacob sur le patient expert et je le décris. Hein, c'est une mamie qui est venue 3 fois dans ma chambre pour m'embarquer dans son association. Je lui dis non, j'ai pas envie d'aller dans une association. Et elle a réussi. Et c'est vrai que maintenant, je travaille 50 heures par semaine pour une association. Donc c'est vrai que ça me fait tout drôle. Mais parce que je ne savais pas. La première chose que j'ai fait quand je suis rentré à l'AFA, c'est que j'ai fait faire une vidéo animée qui soit hyper moderne pour montrer ce que fait qu'une association. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est que quand on rentre dans une association, ça fait bizarre. Ben là, on a fait une petite vidéo animée. Je trouve que voilà, ça représente bien ce que fait, toute l'organisation qui est faite, tout ce qu'on va proposer aux malades. Effectivement, il y a du travail, donc on essaye de trouver les pistes justement pour pouvoir amener ces patients à avoir tout cet accompagnement, parce qu'on fait énormément de choses, ils n'en sont même pas conscients en fait. Il faut rassurer et rendre accessible. Et traduire le discours médical, c'est pas simple. Une petite expérience comme ça d'un collègue qui a fait organiser les printemps du cancer, vous avez peut-être entendu parler, et s'était rendu compte que, alors qu'ils avaient demandé à des intervenants de faire des interventions extrêmement vulgarisées, extrêmement simples, dans les questionnaires recueillis auprès du public, ce qui était mis en avant, c'est formidable tout ce que vous avez fait, etc. Mais le niveau des interventions était trop complexe. C'est-à-dire que la commande, c'était de vulgariser, et le résultat, c'était perçu comme étant beaucoup trop complexe. Ça en dit long sur le travail qu'il y a à faire pour simplifier, pour faciliter l'accès à la compréhension des choses. Le plus important, c'est qu'on dialogue. Pour autant, si on a 3 minutes, c'est combien la deuxième vidéo sur la plateforme? Elle dure combien de temps? 3 minutes. Ça vaudrait peut-être le coup si la technique est prête. Mais c'est la deuxième vidéo. Elle est repérable? Parce qu'il y en avait 2, hein, vous nous en avez fourni 2. C'est la deuxième, si la technique peut le... Et éventuellement tout à l'heure. Oui, on verra. Question quand même d'abord. Oui, bonjour, Alain Jagère, CSMF Grand Est et neurologue, ancien président du syndicat des neurologues et membre des spécialistes CSMF. J'aurais 2 questions. La première, je suis un peu chagriné parce que sur le plateau, j'entends beaucoup parler d'hôpital comme interlocuteur des associations de patients. Ici, nous sommes des spécialistes, généralistes, et spécialistes de différentes disciplines qui sont en principe assez compétents dans leur domaine. Et j'ai l'impression, et c'est le sentiment que j'ai eu aussi vis-à-vis de certaines associations en pathologie neurologique, que l'interlocuteur des associations de patients est plus l'hôpital, le CHU, etc., alors même qu'il dispose d'un vivier de proximité qui est parfaitement compétent pour prendre en charge beaucoup de pathologies. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que je voudrais savoir où en est la réflexion des associations de patients sur les rendez-vous non vus, non décommandés pour les patients. Il y a eu plusieurs enquêtes qui l'ont démontré, déjà celle de l'URPS de Franche-Comté il y a 7-8 ans, et plus récemment celle de l'URPS Île-de-France. C'est un problème qui est très embêtant, qui impacte les agendas, qui impacte aussi le personnel des cabinets médicaux, qui le vit assez mal, et qui impacte aussi et surtout les patients, parce qu'on parle d'accès aux patients, les patients qui ont rendez-vous plus tard et qu'on pourra avancer si les personnes qui ne viennent pas à leur rendez-vous avaient eu la simple idée de prendre leur portable, le même avec lequel ils ont pris le rendez-vous, de prendre leur portable pour le décommander. Donc je voulais savoir quelle est la réflexion des associations de patients dans ce domaine. Voilà, on n'a plus que quelques minutes, on va essayer de répondre. Pour autant, on voulait aborder aussi ce que vous faites les uns et les autres à l'université, et notamment avec les Écosses. C'était vraiment intéressant. Vous nous en dites un petit mot? Oui, je peux effectivement vous en dire un mot. Si vous voulez, je pense que ce sera intéressant de répondre à la question qui vient d'être posée là. Le problème qui se pose pour les personnes handicapées, pour les gestionnaires d'établissements, c'est d'avoir des médecins, beaucoup de médecins qui ne sont pas formés au handicap, c'est la première chose. Donc des consultations souvent difficiles. La deuxième chose, c'est de ne pas trouver de médecins pour venir travailler dans nos établissements. Donc, pour essayer de répondre à cette problématique-là, un certain nombre d'UFR de médecine, dont celui de Reims, qui a été vraiment précurseur avec Pascal Jacob, qui est la personne qui a travaillé sur l'accès aux soins des personnes handicapées, ça a été de dire, eh bien, comme on ne peut pas attaquer tout en même temps, on va attaquer la formation des étudiants. Et il s'est mis en place à l'université de Reims, à l'UFR de médecine de Reims, avec la doyenne actuelle, Madame Baknafam, tout un cursus de formation handicap qui est transversal, qui démarre de la 2e année jusqu'à la fin des études. C'est-à-dire qu'en 2e année,
tous les étudiants qui sont rentrés en deuxième année vont passer une semaine dans un établissement médico-social, en fait même ils ont 7 jours, pour découvrir le fonctionnement, découvrir les personnes. Ils ne vont pas faire de la médecine, ils ne sont pas médecins, mais faire connaissance avec les personnes en situation de handicap. En troisième année, ces étudiants qui ont fait ce stage vont dans les collèges des collèges et des lycées pour parler du handicap, donc diffuser un peu ce qu'ils ont fait. Ensuite, à partir de la troisième année et à partir de cette année, vous savez que dans le cursus de formation des médecins, maintenant, il y a des points pour l'engagement sociétal ou social, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc on organise du bénévolat, des actions bénévoles au sein des établissements médico-sociaux pour qu'ils poursuivent leur découverte du handicap. On a mis en place effectivement des écosses, et ça c'est vraiment un travail passionnant de collaboration entre des personnes en situation de handicap et les médecins hospitaliers, là vraiment, et universitaires. C'est vraiment un travail... C'est très très intéressant et tout le monde se réunit vraiment là-dessus parce qu'on entre dans une forme d'évaluation de la prestation, de formation et d'évaluation de la prestation du futur médecin qui est très très pertinente. Merci. Franck, comme on n'aura pas le temps de voir cette vidéo, est-ce qu'on pourra mettre cette vidéo sur la plateforme des films accessibles, les comptes rendus de nos tables rondes qui sont filmés? Je crois que ce sera la seule solution. Il reste moins de 3 minutes. Qui veut répondre à notre ami sur son chagrin pour le consoler? Je vais bien répondre sur en fait, tout ce qui est libéraux, et sincèrement, on travaille avec eux. À chaque fois qu'on fait une conférence débat, on demande bien sûr aux libéraux et aux gens du CHU. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup plus de réponses parce qu'effectivement, vous avez vos cabinets, vous avez donc vos rendez-vous à faire. Donc c'est vrai qu'on a moins de libéraux sur les colloques, mais en tout cas, c'est complètement ouvert. À savoir que la plateforme Mickey Connect, on essaye justement d'intégrer vraiment, parce que c'est fait pour justement les libéraux, parce qu'en fait, le CHU, ils ont ce qu'il faut, puisqu'ils ont leur psychologue, ils ont leur diététicienne, ils ont leur assistante sociale. La plateforme, c'est fait justement pour les libéraux. Donc on essaye de la faire connaître, et c'est pour ça qu'on vous remercie de participer aussi à ce genre de choses, c'est de pouvoir faire connaître aussi ce qu'on met aussi en place au niveau des associations, parce que effectivement, des fois, ça passe à l'as. On n'a pas les moyens de communiquer vers vous en fait des outils qui sont mis, mais rassurez-vous, la plateforme Mickey Connect, en tout cas pour les Mickey, est complètement ouverte en fait pour les gastro-libéraux et tout médecin généraliste aussi, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a une entrée professionnelle de santé. Je ne sais pas si vous y pouvez grand-chose, mais sur les rendez-vous non respectés, un mot? Alors, les rendez-vous non respectés, c'est certain que c'est un problème. Aujourd'hui, il y a des plateformes quand même qui gèrent les rendez-vous et qui permettent aux patients de pouvoir annuler leur rendez-vous. Moi, je trouve que c'est un système. On n'a pas parlé de la santé connectée, où malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait partie aussi de la médecine préventive, ça fait partie aussi de la médecine de demain, et ça nous permet justement de pouvoir mieux gérer les problèmes que vous rencontrez dans vos agendas avec les patients qui ne viennent pas au rendez-vous. Et puis aussi, pour parler sur le contact des associations de patients avec les médecins libéraux, pour notre part, nous avons fait par exemple un serious game qui s'appelle Glucibot, qui a été fait avec l'URPS médecins libéraux PACA et avec les patients experts de PACA, donc pour l'association des diabétiques, et les médecins libéraux utilisent cette clé. Donc oui, on veut aussi travailler avec les libéraux. Permettez-moi d'être taquin un peu. Nos collègues hospitaliers ont sans doute plus de temps pour ce genre de choses. Enfin, honnêtement, c'est aussi ça, leur disponibilité. Laissez parler M. Minet, je répondrai sur les rendez-vous non honorés après. Voilà, et puis le temps imparti est terminé. Le président est là et veille au temps. Donc, alors, 2 secondes, vous avez 2 ou 3 secondes. 2 secondes pour la... historiquement, effectivement, les associations, les établissements médico-sociaux, ils travaillaient avec les hôpitaux. Et généralement avec les chefs de service. Et c'était parfait parce que quand quelqu'un qui était dans un établissement allait pour se faire opérer en rhumatologie, ou je ne sais pas trop quoi, on lui faisait une arthrodèse, le médecin hospitalier avait un pied dans l'établissement et un pied à l'hôpital. Il n'y avait pas besoin d'équipe relais, il n'y avait besoin de rien. Ça marchait tout seul. Il connaissait l'enfant. Quand il a été décidé que les CHU ont décidé de refacturer aux établissements médico-sociaux le coût des prestations qui étaient faites par les médecins, ce qui s'est traduit au bout du compte par une perte de rémunération pour les médecins hospitaliers, ils ont quitté nos établissements. Et ça a été très grave. Donc on s'est tourné vers les médecins libéraux, les spécialistes libéraux. Et on a eu des réponses. Il y a, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie, on arrive assez bien à travailler avec des libéraux. Dans le domaine de la MPR, où on manque, puisque vous étiez
parlait tout à l'heure, madame, il n'y a pas assez de monde, eh ben, les médecins libéraux, on n'arrive pas à les faire venir dans nos établissements. On a quasiment que des médecins hospitaliers. Et notre souhait, ce serait vraiment que généralistes ou spécialistes, des médecins puissent avoir un pied dans leur... Bien sûr, dans leur cabinet, mais aussi un pied dans les établissements médico-sociaux avec une demi-journée ou une journée par semaine dans les établissements. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Lenoir hier, quand il disait... C'est normal que vous évoquiez vos intérêts professionnels, mais soyez citoyens. Et je pense qu'effectivement, il serait vraiment important que les médecins se décident aussi à aller mettre un pied dans les établissements, ce qui est une autre forme de médecine, mais qu'une médecine particulièrement intéressante. Excusez-moi, je conclue là-dessus. Non, mais c'est moi qui... c'est le temps imparti. Je vois le président qui... me montre du doigt, etc. Monsieur le Président m'a autorisé à intervenir. Rapidement, et après, et notre grand témoin doit conclure. Rapidement, Michel Wirth, je suis élu à l'URPS Grand Est et j'étais un peu à l'initiative d'une enquête que nous allons publier très prochainement, qui a été faite en début d'année sur la problématique des rendez-vous non honorés. Suite aux enquêtes précédentes qui avaient été faites, notamment celle qui avait été publiée il y a quelques années par l'URPS Île-de-France ou les enquêtes Odoxa, Figaro, dont la conclusion avait été dit oui, les plateformes vont certainement résoudre le problème. Or, au quotidien, non. Loin s'en faut. Voire même, on a tendance à considérer que ça a même aggravé le problème. Et Doctolib lui-même reconnaît, sans nous avoir, on a eu toutes les peines du monde à avoir leurs data, ils sont pas, bon, tout un tas de raisons, c'est assez compliqué. L'estimation, c'est à peu près 4% des rendez-vous non honorés, déclarés. En pratique, ça correspond à 2 rendez-vous pour les cabinets en moyenne par jour, ce qui fait quand même une centaine d'heures par an de temps médecin qui est saccagé. Et le seul truc en pratique, c'est qu'on se rend compte que les gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous, paradoxalement, c'est les gens les plus connectés. C'est les gens qui ont pris les rendez-vous par Internet, les gens qui ont pris les rendez-vous sur la plateforme, qui ne viennent pas, alors qu'il leur suffirait d'un clic pour décommander leur rendez-vous et donner des rendez-vous, des disponibilités pour répondre aux soins non programmés, justement dans le cadre de la coordination. Merci de ce témoignage. Je vous remercie de votre écoute. David, un mot de conclusion avant que... Non, mais Franck... je vais laisser Franck introduire la suite. Dis un mot quand même. Non, mais pour conclure, je trouve que c'était une table ronde extrêmement intéressante, parce que ça veut dire que... C'était la meilleure, c'est sûr. Il faut que ces échanges se poursuivent et effectivement, au départ, peut-être la perception des médecins par les associations et les patients experts était une perception de méfiance. Et je crois qu'aujourd'hui, on a compris qu'au contraire, c'est nos principaux alliés. Voilà ce que je pourrais dire. Merci 1000 fois, Franck. Merci infiniment à tous les 5 pour cette meilleure table ronde.